Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième ronde, troisième partie du grand tournoi d'échecs international de la Plagne. Vous le savez, chaque jour je fais un récapitulatif, un suivi journalier de la partie que j'ai trouvée la plus pédagogique et je vous l'analyse, je vous la commande dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes de ce tournoi de la Plagne, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist. Et pour aujourd'hui, pour cette troisième ronde, troisième partie, je vous propose la confrontation entre deux joueurs indiens. Plus particulièrement d'ailleurs une joueuse avec les Blancs, la maître internationale Agrawal Vantika, qui est opposée au grand maître indien Aryan Chopra. Et donc la joueuse indienne ouvre avec le pion dame, elle joue D4. Donc D5, la réponse symétrique, et là C4, le gambit dame. Les Blancs invitent les Noirs à dévier leur pion hors du centre, ce que refuse le grand maître indien. Il joue C6, il s'accroche à son pion du centre. Là, il n'y a pas de raison particulière pour les Blancs de prendre, parce que les Noirs reprendraient tout simplement, et la position, la structure serait symétrique. Autant laisser le pion noir en C6, qui gêne la sortie du cavalier en C6, alors que les Blancs ont cette case C3. Et donc les Blancs gardent la pose et jouent cavalier F3, cavalier F6. Et là, c'est intéressant ce qui va se passer. Parce que le coup habituel, c'est cavalier C3 qui est joué. Ce n'est pas le coup choisi par la joueuse indienne. La joueuse indienne va jouer E3. Mais pour comprendre les différences, on va s'intéresser au coup cavalier C3. Habituellement, quand les Blancs jouent cavalier C3, il est délicat pour que les Noirs sortent leur fou. On peut se dire, en effet, stratégiquement, c'est intéressant de sortir le fou avant de jouer le pion E6, pour ne pas garder le fou enfermé. En réalité, les Blancs vont punir une sortie de ce fou. Par exemple, si les Noirs jouent fou F5, eh bien, ils quittent la protection du pion B7, et comme le cavalier est en C3 et qu'il y a une pression sur le pion D5, la dame va arriver en B3 pour accentuer cette pression et attaquer le pion B7. On pourrait même songer d'ailleurs à une prise, suivie de dame B3. Vous voyez, l'attaque de B7 et la double attaque du pion D5. Difficile, par exemple, pour la dame noire de jouer dame D7 et essayer de défendre le pion B7 parce qu'il y aurait cavalier E5. En réalité, peut-être que le meilleur coup pour les Noirs, c'est de revenir en C8 avec le fou. Donc ça montre bien que c'était pas très intéressant de sortir en réalité. Si on joue B6, ce qui peut paraître naturel, les Blancs punissent. Ils punissent avec le coup E4, qui va permettre au fou de sortir très vite pour arriver en B5. Et pas seulement parce que le pion E4, par exemple si les Noirs prennent, permet d'ouvrir la diagonale de la dame sur le pion F7. Et donc cavalier E5 arrive avec cette menace de mat de prise en F7. Et en même temps, le cavalier E5 peut soutenir le fou quand il va venir en B5 avec l'attaque sur cette diagonale parce que le cavalier E5 contrôlera ces cases-là. Vous voyez les cases C6 et les cases D7. Par exemple, si les Noirs jouent E6, fou B5, cavalier D7, et là les Blancs peuvent gagner facilement avec fou G5. Ils supprimeront le cavalier qui est le défenseur du cavalier D7. Les Noirs vont perdre du matériel, c'est inévitable. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette position, le coup cavalier C3, eh bien, ça gêne la sortie du fou. Parce que dame B3 ou la prise suivie de dame B3 va arriver. D'ailleurs, si les Noirs veulent vraiment sortir ce fou, ils doivent d'abord prendre en C4 avant de sortir ce fou, pour que le pion en C4 contrôle la case B3. Mais la sortie du fou directement est punie. Mais regardez ce qui s'est passé. E3 a été joué. Donc la pression sur D5 est moindre. Et là, les Noirs peuvent sortir le fou. Cavalier C3 arrive, mais c'est trop tard. E6. Et on n'a pas peur maintenant d'un coup comme dame B3. On va être capable de gérer B7 parce que là, on n'a pas les autres problèmes qu'on a dans l'autre variante. Alors pourquoi la joueuse indienne a fait cela? Bien certainement qu'elle voulait laisser sortir ce fou, à la manière d'ailleurs d'un système de Londres avec couleur inversée. Vous voyez, vous avez cette structure pyramidale qui protège les cases blanches et le fou qui a réussi à s'extraire devant. Donc les Noirs, en réalité, ils ont un système de Londres avec couleur inversée. Mais la joueuse indienne, elle a peut-être voulu laisser sortir ce fou pour justement l'attaquer. Pour essayer de provoquer son échange et de créer un déséquilibre. Et donc elle joue cavalier H4. Elle veut parvenir à échanger le cavalier contre le fou de case blanche pour obtenir la paire de fous. Alors on pourrait se dire, fou G4 va attaquer la dame. Bon, la dame pourrait aller en B3, attaquer le pion B7, et la partie continue. Mais là, le grand maître indien, il va choisir de venir en E4. Pourquoi il choisit cela? Si le cavalier prend, on peut reprendre du cavalier et attaquer le cavalier H4, mais sur une prise, on peut aussi décider de reprendre du pion, parce que le cavalier H4 n'a pas de case. Il n'aura pas de case de repli, il ne pourra pas revenir en F3 avec le pion qui contrôlera cette case.
Donc, la joueuse indienne, elle joue F3. Mais c'est exactement ce que voulait le grand maître indien. Il ne voulait pas reculer tout de suite en G6. Il fait une étape en E4 pour provoquer la poussée en F3 et recule maintenant en G6. Mais pourquoi? Pourquoi a-t-il voulu provoquer cette poussée du pion en F3? C'est pas pour obstruer la case F3, puisque le cavalier ne cherche pas à revenir en F3, il va finir par s'échanger contre le fou en G6. C'est ce que voulait la joueuse indienne. Alors pourquoi provoquer cette poussée en F3? Eh bien tout simplement parce que le grand maître indien, il sait que quand il va y avoir cet échange du cavalier contre le fou de case blanche, eh bien le grand maître indien, il a conscience qu'il aura une pièce de plus, une pièce légère de plus, pour engager le combat sur les cases noires. Parce que les blancs, ils auront un fou de case blanche, mais un fou de case blanche, il sera incapable de défendre ou d'engager le combat sur les cases noires. Donc, lorsque cet échange va avoir lieu, bien sûr, les blancs auront la paire de fous, pas les noirs. Mais les noirs, ils auront une pièce de plus pour attaquer, jouer sur les cases noires. Et donc, provoquer le coup F3, c'est provoquer un affaiblissement des fondations adverses, de la structure adverse sur les cases noires. Parce que le pion en F2, il peut protéger le pion en E3, il protège la diagonale. S'il y a G3, le pion en F2, il protégera aussi G3. Le pion en F2, il protégera aussi des attaques sur cette diagonale. Vous allez me dire, oui, mais là, il n'y a aucune attaque nulle part. Oui, oui, mais la partie va être longue. Et vous allez voir que ce coup F3, les blancs vont finir par le payer sur les cases noires. Alors, après fou G6, c'est aux blancs de jouer. Les blancs, ils ont joué dame B3. Ils attaquent le pion en B7. Parce que pour l'instant, la chose indienne, elle n'est pas pressée de recourir à cet échange du cavalier contre le case blanche. Elle peut temporiser un petit peu. Et puis, puisqu'elle sait que elle pourra prendre le fou de case blanche, elle essaie donc de mettre la pression sur les cases blanches. Alors, comment défendre le pion B7? Comme les blancs chercheront à engager le combat sur les cases blanches, puisqu'ils auront le fou de case blanche et pas nous, il faut garder avec les noirs une structure solide, il faut garder avec les noirs une structure solide sur les cases blanches. Et donc, il faut laisser le pion B7 où il est. Parce que le pion B7, il est garant de la protection du pion C6, et il est garant de la protection des cases blanches de l'aile dame. Donc, dame C7 a été jouée. Fou D2, fou E7. Et là, bien sûr, les noirs lorgnent sur le cavalier. Tôt ou tard, le cavalier devra se prononcer sur la prise en G6. Alors les blancs, ils ont pris en D5 avec leur pion. Et vous voyez que là, le grand maître indien va laisser les pions C6 et E6 en état et va reprendre avec le cavalier. Il veut garder cette structure de défense sur les cases blanches, pour se protéger du fou de case blanche. Et la reprise du cavalier, bien sûr, ça attaque le cavalier qui doit maintenant se décider. Cavalier prend, pion prend. Et donc, regardez. C'est intéressant parce que les blancs, ils ont obtenu la paire de fous. On le sait. Ils devront chercher à engager le combat sur les cases blanches. On le sait. Pour valoriser le fou de case blanche. Mais pour l'instant, les noirs, c'est une structure de pion qui tient la baraque sur les cases blanches. Le fou a quelques diagonales, mais pas très intéressantes pour l'instant. Mais les noirs, je vous l'avais dit, ils ont une pièce de plus pour combattre sur les cases noires. Et regardez, l'ouverture de la colonne va mettre maintenant en péril le pion en H2. Bon, alors, si on joue par exemple H3, on va laisser les noirs s'engouffrer en G3 à faire échec. Donc les blancs ont plutôt joué G3. Mais l'absence du pion en F2, le fait que le pion soit venu en F3 tout à l'heure, qu'on ait provoqué, cette avance du pion F2 en F3, finalement rend cette petite structure qui défend les cases noires pas si solide que cela. Et les noirs peuvent avoir l'idée de sacrifier la tour en H2 pour ensuite prendre en G3 sur échec. Alors ça ne marche pas tout de suite, pour plusieurs raisons. Pour deux raisons. Explorons cette variante. Sur tour prend H2, tour prend dame G3 échec, la tour revient en F2, mais les noirs pourraient continuer par fou H4, et la tour est perdue. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que les blancs peuvent jouer cavalier E4, pour attaquer la dame et défendre leur tour, et puis en même temps, le pion B7 finira par tomber, et comme le cavalier B8 ne s'est pas développé, la tour ne pourra pas s'échapper, et la tour va tomber aussi. Donc les blancs, ils ont de quoi réagir. C'est pour ça que dans la position, eh bien, le grand maître indien va essayer de résoudre ces deux problèmes. Le problème du cavalier C3 qui pouvait venir en E4, et le problème du pion en B7 qui était ciblé par la dame. Donc, il va d'abord échanger, cavalier prend. Regardez bien que les blancs
reprennent du pion B2 en C3. Ils peuvent reprendre du fou de la dame et ils reprennent du pion B2 en C3 pour consolider leur case noire et ouvrir la colonne B pour pouvoir jouer tour B1 et essayer de provoquer l'avance du pion B7. Et là, le grand maître indien va avancer son pion B7, il va le mettre en B5. Pour ne pas laisser traîner le pion B7 dans la variante que je vous disais avec tour prend H2, tour prend, et dame prend G3 échec, tour F2, et fou H4, pour ne pas laisser les blancs prendre le pion en B7. Mais en réalité, ce coup B5 est quand même pas si précis que ça. Parce que le pion B7 défend mieux les cases blanches quand il est en B7 que quand il est en B5. En B5, en réalité, c'est même une cible où il pourrait être attaqué par des coups comme A4. Il aurait été peut-être préférable de jouer KL et D7. Et par exemple, si les blancs jouent tour B1, toujours pour essayer de faire craquer B7, maintenant, on peut faire tour prend H2, tour prend, dame prend G3 échec, tour F2, et fou H4. Il n'y a plus de KL et C3 capable de venir en E4, et maintenant, sur dame prend B7, on a tout simplement tour B8. Ou on peut faire tour prend F2 échec, dame prend F2 échec, pardon, et c'est certainement mieux d'ailleurs, dame prend F2 échec, roi D1, et tour B8. Voilà. Là, c'est la débandade pour les blancs. C'est la catastrophe. Mais dans la position, c'est pas cavalier D7 qui a été choisi. Dommage, ça développait en plus. Hein. C'est B5. Et donc, on a cette menace maintenant. Tour prend H2 échec. Tour prend. Dame prend G3 échec, roi F2. Et fou H4. Et donc, les blancs jouent roi F2. Vous voyez, le fait que le pion ne soit plus en F2 va obliger maintenant les blancs à jouer roi F2. Alors, cavalier D7. Roi G2, A6, les noirs essaient toujours de se solidifier sur les cases blanches. Et là, C4. Petit roc. Et un coup que j'ai trouvé très étrange de la chose indienne. Jamais j'aurais joué ce coup-là, d'ailleurs. Je suis moins forte qu'elle, mais jamais j'aurais joué ce coup-là. Elle a joué C5. Et ça, j'aime pas. Parce que ça retire la pression sur le pion B5, la pression sur les cases blanches. Et puis surtout, C5, bah les noirs, on sait qu'ils doivent engager un combat sur les cases noires, alors comment ils vont faire? Je suis sûr que vous allez trouver comment engager le combat sur les cases noires ici avec les noirs. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez dans cette position. Il n'y a rien de spectaculaire, hein, il n'y a pas de sacrifice ou autre. Mais comment mettre en difficulté l'adversaire? Comment commencer à engager un combat sur les cases noires? Alors à tout de suite. Ça y est, vous avez trouvé? Eh bien, cette chaîne de pions qui essaie de se consolider sur case noire, on va la détruire, pas la pousser E5. On n'a pas peur de la prise, parce que le pion E5 on récupère et le pion C5 serait fragile. Donc les blancs jouent tour D1 et fou F6. Et vous voyez comment on vient mettre la pression sur la structure. Fou C3 pour défendre, tour E8, fou D3 et cavalier F8. Alors le cavalier F8... pourquoi il vient en F8? Pour rebondir en E6, attaquer toujours D4, et puis comme le cavalier bouge de la colonne D, ça laissera les tours pouvoir se placer sur la colonne D pour attaquer D4, toujours. Hein. Donc cavalier F8. Fou E4, attaque C6, cavalier E6, H4 a été joué, peut-être que les blancs vont chercher à jouer H5 pour taper G6, prise en D4, tour D8, et dame B4. Donc on a cette pression sur le pion D4 qui oblige les blancs à se configurer défensivement. Et là, le plan d'Ariane Chopra, je l'aurais certainement pas joué non plus. Mais pourtant là, il est bon. Mais il est bon, mais il est très précis, très subtil. Là, on a vraiment un plan de grand maître. Moi, j'aurais certainement joué tour D7, essayer de doubler les tours sur la colonne D pour attaquer D4, mais les blancs sont en mesure de doubler aussi en défense. Et finalement, si on attaque et que l'adversaire arrive à défendre, bon, c'est difficile de gagner la partie si l'adversaire est bien configuré défensivement. Bon, déjà, un match nul avec les noirs, c'est intéressant, mais le grand maître, il est plus fort que la chose indienne, donc il veut la victoire. Et donc, il va faire... il va se reconfigurer avec une petite prise de risque. Il va jouer dame C8 pour libérer la case C7. Oui, mais quand on libère la case C7 pour le cavalier, parce que le cavalier en C7, après, il va aller en D5. Mais sur C7, ça ne protégera plus le pion C6. Eh bien, c'est pas grave. Le grand maître indien, il a calculé qu'il pouvait faire ça. Alors, les blancs jouent A4, hein, ils attaquent toujours cette structure, sur les cases blanches. Cavalier C7.
Et là, la joueuse indienne ne prend pas en C6. Parce que sur la prise en C6, voilà ce qu'avait prévu le grand maître indien, c'est évidemment faire irruption sur la colonne A, faire tour E2 échec, roi F1, et maintenant contre-attaquer avec dame E6. Bon, ça questionne le fou, mais la dame doit protéger la tour. Mais après, il peut y avoir des idées avec dame E3 peut-être pour rentrer en F2. Il va y avoir cavalier D5 qui va arriver également. Par exemple, s'il y a fou E4 pour essayer d'intercepter la défense de la dame sur la tour, on peut même sacrifier la qualité. Et en fait, cette position, elle est surtout dangereuse pour les blancs. Les blancs doivent avoir peur dans cette position, parce que le cavalier va avoir la case D5, et en D5, il pourra peut-être aller en E3 après, il va s'associer avec la dame blanche est un peu éloignée de la protection du roi, il n'y a pas de défense ici pour le roi, donc bien sûr la dame attaque la tour, donc il faudra que les blancs bougent leur tour, le roi n'a pas d'abri, le cavalier va venir en D5, le tandem dame et cavalier va très bien collaborer, le fou et la tour sont en pression dans la position. Voilà, c'est compliqué pour les blancs à défendre cette position. J'aimerais pas la défendre avec les blancs. Le fou est mauvais, la dame est éloignée, la tour est attaquée, le roi n'a pas d'abri, le cavalier va escalader la position et devenir hyper dangereux. Donc du coup, c'est pour ça que la joueuse apprend pas en C6. Elle prend en B5. Prise du pion B5 et on laisse toujours C6, mais c'est toujours pareil. S'il faut prendre C6, on vient en E2. Dame B3 a été jouée. Cavalier D5. Sur fou prend, on reprend de la tour, tout simplement. Et on a le meilleur fou. Un fou qui est à l'offensive contre un fou à la défensive. Donc, tour E1 a été joué. Tour D7. Fou B2. Dame D8. Fou C1. Et là, depuis que la dame est en D8, c'était pas simplement pour s'associer à la tour sur la pression de la colonne, c'est pour s'associer avec le fou sur la prise en H4. Mais ça marche pas. Mais il faut le regarder quand même. Sur fou prend, pion prend, dame prend, il y aurait tour H1, et finalement, les blancs contiennent les noirs, et les noirs, ils ont perdu une pièce pour pas grand-chose. Mais c'est sous l'air du temps, il faut regarder ça. Tour E6 a été joué. Tour D3. Et dame E8. Et avec dame E8, on se met sur la colonne D, on cloue le fou en E4, et on va chercher une manœuvre à base de fou prend H4, suivi de F5. Regardez, les blancs jouent tour D1. Et donc là, on pourrait s'intéresser à fou prend H4, puis on prend pour libérer le pion F et venir en F5. Vous voyez, faire fou prend, pion prend, et F5, parce que le fou est cloué derrière, il y a la tour. Sauf que le fou, il peut prendre le cavalier en clouant la tour noire. Donc les noirs n'ont pas le temps de prendre la tour blanche. Il y a ce problème sur la diagonale blanche ici. Et donc les noirs ont joué roi F8. Un coup sibyllin, un coup difficile à comprendre si on n'avait pas vu cette menace de fou prend H4, pion prend et F5. Ce qu'on veut maintenant, c'est que sur fou prend cavalier, la tour ne soit plus clouée, que le fou ne soit plus dans le viseur du roi. Donc on a décalé le roi sur case noire pour empêcher cette contre-attaque sur les cases blanches. Et on menace donc fou prend, pion prend et F5. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas. Parce que si on fait fou prend H4, c'est pas pion prend qu'il va y avoir, c'est tour H1. Parce que comme le roi s'est décalé en F8, tour H1 maintenant c'est très efficace pour que parce que dès que le fou s'en va, c'est tour H8 et on va gagner la dame. Donc en réalité, cette menace, elle n'est pas efficiente maintenant. On ne peut pas la réaliser maintenant, cette menace de prise en H4. Mais ici, la maître indienne, elle a eu peur de cela et elle a joué fou G5. Et en fait, elle a précipité sa chute. C'est son erreur, parce que maintenant on prend, pion prend, dame 7 attaque le pion sur case noire, et on ne peut pas jouer F4 pour solidifier, parce qu'on gagnerait le fou. Donc, tour 1 a été joué, et on s'empare d'un pion. Tour A8 échec, roi E7, dame B2, cavalier F4 échec, on profite du clouage du pion chez 3. Dame H6, un coup intermédiaire, on n'a pas peur de la prise du cavalier parce qu'on a dame H2 et on ramasse tout sur la deuxième rangée. Donc dame A2 pour que la dame soit défendue par la tour. Dame H2 échec, roi F1. Et ici, dame H1 échec a été joué, roi F2, et quel est l'enchaînement gagnant? Qu'est-ce qui a provoqué rapidement l'abandon de la joueuse indienne? Eh bien, je vous invite à mettre la vidéo sur pause pour voir si vous allez trouver l'enchaînement gagnant. Un peu
à la manière de la tactique du jour, vous savez, les exercices que je vous montre parfois pour s'entraîner tactiquement. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus qui vous donne accès à la playlist de ces exercices tactiques. Mais pour le moment, qui va trouver comment achever les blancs? À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, donc, il faut jouer dame G2 échec. Pour forcer le roi à venir en E3, il n'a pas d'autre case. Cavalier D5 échec, force l'abandon des blancs. Le fou est cloué. La seule case pour le roi, c'est de venir en 2-3. Mais derrière, cavalier B4, la fourchette royale, gagne la dame. Et donc c'est fini. Voilà comment c'est fini cette partie. Alors ça a été intéressant. Il y a eu un déséquilibre dans l'ouverture de jeu de couleurs, d'un échange contre un cavalier contre un fou de case blanche. Donc les noirs qui n'avaient plus leur fou de case blanche ont sans arrêt prospecté tout ce qu'ils pouvaient faire, tout leur combat qu'ils pouvaient engager sur les cases noires, en veillant à chaque fois à ne pas laisser trop de jeu de l'adversaire sur les cases blanches. C'est vraiment un combat de couleurs dans cette partie. Et bien voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir. On va maintenant regarder le classement. Et n'oubliez pas, entre-temps, de me mettre un petit pouce. Alors voici le classement du tournoi des maîtres. On vient de voir la partie d'Aryan Chopra, donc le grand maître indien. Il est en 3e position. Les joueurs qui se partagent la première place, c'est un autre grand maître indien. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'Indiens dans ce tournoi. Subramaniam Bharat. Et les ex-aequo avec Joseph Girel de Marseille, un maître marseillais. Il y a beaucoup aussi de joueurs marseillais. D'ailleurs, je crois que Joseph Girel a battu hier Marc-Andrea Morezzi. On avait vu une partie de Marc-Andrea Morezzi également. Voici le classement du tournoi de la session. C'est le tournoi des joueurs de moins de 2000. Et donc on voit qu'il y a 2 joueurs qui se partagent également la tête. Corentin Sudja du club Rennes Paulbert et Samuel Detraz, un jeune joueur, un minime, donc du club d'échecs du bassin annemassien. Et donc voici le classement du tournoi amateur avec un autre Samuel qui détient la première place ex-aequo. Ils sont 4 à détenir la première place ex-aequo. Donc Samuel Hurtado, un minime de Marseille Échecs encore. Rudy Absalon du club d'échecs de l'agglomération de Chambéry, je pense, on ne voit pas jusque-là, mais ça doit être ça. Gustave Dumas de l'Échiquier des Hauts-de-Vosges. Et Gabriel Montaigu-Dupont du club d'échecs de Metz-Fischer. Voilà, 4 joueurs à 4 points. Alors voilà, on va continuer à suivre l'évolution de ces 3 tournois du Festival international de la Plagne. À noter que dans chacun de ces 3 tournois, on a plus de 100 joueurs. Donc c'est un beau succès. Eh bien voilà, laissez-moi des commentaires, des pouces et à bientôt. Au revoir à tous.